a fait arriver en temps et en heure ses divisions à l'endroit qu'il a choisi. Jomini, un Suisse qui est à la fois un militaire engagé et un théoricien dégagé. C'est ainsi parce qu'il est contemporain de cette révolution qui conduit à un basculement de la guerre de siège à la guerre de mouvement que Jomini va pouvoir théoriser l'importance de la logistique. Mais Jomini avait bien d'autres contemporains, et notamment le grand théoricien de la guerre, Clausewitz. Pourquoi alors est-ce lui qui va comprendre le nouveau rôle crucial de la logistique, alors que Clausewitz, 1984, son grand rival, ne fait qu'évoquer l'intendance bien organisée? La réponse tient notamment à son positionnement original, que l'on peut rapprocher des premiers théoriciens du management comme Frédéric Taylor et Henri Fayol, tout comme ces derniers qui ont pris part à la mise en œuvre des modèles organisationnels qu'ils ont théorisés ensuite dans les ouvrages qui les ont rendus célèbres. Jomini ne s'est pas contenté d'être un observateur extérieur des guerres napoléoniennes, il en a été un acteur. Aux côtés de Napoléon, tout d'abord, puisqu'il a occupé durant plus de 10 ans des postes au sein de l'état-major du général Ney, puis de celui de Napoléon lui-même, aux côtés ensuite de l'armée russe, puisque après la campagne de Russie de 1812, il rejoint le tsar et va le conseiller et aider les armées alliées à vaincre Napoléon. Jomini est donc aux premières loges pour comprendre comment Napoléon va révolutionner l'art de la guerre en pensant une véritable logistique de mouvement. Cependant, et c'est ce dont témoigne ce basculement, si Jomini a été engagé dans de nombreuses batailles, il n'est pas réellement engagé dans un camp. Sa nationalité suisse fait qu'il n'était ni du côté des Français ou de Napoléon, ni du côté des Alliés ou des Russes. Dès lors, plus que de voir gagner un camp, ce qui obsède Jomini, c'est l'art militaire et sa volonté théorique de dégager des principes militaires généraux pour voir ses idées triompher par rapport à celles d'autres théoriciens et notamment de Clausewitz. Ainsi, alors qu'il veut embrasser la carrière de militaire, il se met à écrire un livre qui deviendra le traité des grandes opérations militaires et va proposer ses services à des généraux qui sont situés dans plusieurs camps. C'est né un maréchal de Napoléon qui le prend comme chef d'état-major et fait qu'il se met à combattre aux côtés des Français et non aux côtés des Autrichiens ou des Russes. De la même manière, lorsqu'il fait paraître son livre qui analyse les premières campagnes napoléoniennes, et alors qu'il fait partie de l'état-major de Ney, il ne se dit à aucun moment qu'il risque de révéler à l'ennemi les secrets de Napoléon. Cela fait d'ailleurs dire à Napoléon, quand il lira l'ouvrage de Jomini, « Et pourquoi donc Fouché, le ministre de la police, a-t-il laissé imprimer ce livre ?» Cette position originale qui fait à la fois de Jomini un acteur engagé sur le terrain militaire et un théoricien dégagé des intérêts militaires de tel ou tel camp va clairement faire la force et la puissance de la théorisation de Jomini. Une telle posture va en effet lui permettre de multiplier les regards sur les guerres napoléoniennes et les observer à la fois du côté de Napoléon et du côté des Alliés. Elle va lui permettre également de tester en grandeur nature la validité des théories militaires qu'il développe. Sur la base de son analyse des guerres napoléoniennes passées, Jomini va plusieurs fois se risquer à faire des prévisions sur les stratégies futures que Napoléon va adopter, qui pour la plupart se révéleront justes. Il est à ce titre présenté par plusieurs biographies comme le devin de Napoléon. La plus célèbre de ces prévisions a donné lieu à un pari qui s'est déroulé au cours d'un dîner entre officiers à Berne. Jomini prédit avec plusieurs mois d'avance que Napoléon, au cours de la seconde campagne d'Italie, déciderait pour attaquer l'armée ennemie de passer par le col du Grand Saint-Bernard. Il est toutefois à noter que cette position, bénéfique sur le plan théorique, desservit clairement la carrière de Jomini comme militaire. Sa nationalité suisse fit qu'il était considéré par beaucoup dans l'armée française comme un étranger. Surtout, le goût et le talent de Jomini pour la théorie ont joué des tours dans ses relations avec la hiérarchie militaire. Plusieurs membres de l'entourage de Ney, puis de Napoléon, ont ainsi vu arriver d'un très mauvais œil ce jeune homme dont la capacité à lire dans les pensées de Napoléon risquait d'en faire un sérieux rival pour accéder à des postes plus élevés. C'est notamment le cas de Berthier, le major général de Napoléon, avec qui Jomini entretiendra des relations houleuses et qui sera la cause de son départ de l'armée française.
C'est d'autant plus le cas que Jomini a du mal à faire preuve de diplomatie et ne peut s'empêcher de donner son avis à ses supérieurs, y compris quand il pense qu'ils ont tort. Quand on ajoute que Jomini était très prompt à se vexer si l'on ne le reconnaissait pas à sa juste valeur, et qu'il lui vaudra d'écrire au long de sa carrière plus d'une dizaine de lettres de démission, on comprend que sa carrière militaire fut moins brillante qu'elle n'aurait dû l'être. Jomini, premier théoricien de la logistique militaire. C'est dans l'édition revue et augmentée de son précis de l'art de la guerre, ou nouveau tableau analytique des principales combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire, publié en 1838, que Jomini inclut un chapitre intitulé « Logistique ou art pratique de mouvoir des armées ». Ce chapitre comprend deux articles. L'article 41 intitulé « Quelques mots sur la logistique en général » qui va de la page 146 à 177. L'article 42 intitulé « Des reconnaissances et autres moyens de bien connaître les mouvements de l'ennemi » qui s'étend de la page 178 à 194. Nous présentons uniquement ici le premier article, le second traitant en effet d'aspects qui entrent plus dans le champ de l'espionnage. La logistique comme science générale de l'état-major militaire. Au début de l'article 41, Jomini s'interroge sur ce qu'est la logistique. La logistique est-elle seulement une science de détail ou est-ce au contraire une science générale formant une des parties les plus essentielles de l'art de la guerre? Ou bien enfin, serait-ce qu'une expression consacrée par l'usage pour désigner vaguement les diverses branches du service de l'état-major, c'est-à-dire les divers moyens d'appliquer les combinaisons spéculatives de l'art aux opérations effectives? La position de Jomini est que la logistique doit désormais être vue comme une science générale. Cela le conduit alors à s'expliquer sur les raisons qui ont fait que, dans les versions antérieures de son traité, il avait rangé la logistique dans la classe des détails d'exécution du service d'état-major. Cela s'explique d'une part, de par les préjugés que l'on avait sur le mot logistique, qui est dérivé du titre de maréchal des logis, dont la fonction était de loger ou camper les troupes, de diriger les colonnes, de les placer sur le terrain. Cela s'explique surtout par les changements récents dans les manières de faire la guerre. Durant les dernières années, la guerre sans camp s'est en effet développée, ce qui a rendu les mouvements plus compliqués et a conduit à réévaluer l'importance de la logistique, le rôle du chef d'état-major. Celui-ci doit désormais transmettre la pensée du général en chef sur les points les plus éloignés du théâtre de la guerre et lui procurer les documents pour asseoir ses opérations. Dès lors, la conclusion que tire Jomini est claire avec ces changements. La science d'un chef d'état-major dut embrasser aussi les différentes parties de l'art de la guerre, et si c'est elle que l'on désigne sous le nom de logistique, il suffirait à peine des deux ouvrages de l'archiduc Charles, des volumineux traités de Guibert, de La Roche-Aymon, de Boumard et du marquis de Ternay pour esquisser le cours incomplet d'une logistique pareille, car elle ne serait rien de moins que la science d'application de toutes les sciences militaires. Dans cette perspective, Jomini en appelle alors au développement d'une véritable instruction logistique à destination des états-majors, partie encore de doctrine, partie en disposition réglementaire, qui devrait être le fait des gouvernements. Jomini reconnaît toutefois qu'il existe au sein de l'état-major autrichien une instruction qui est un peu surannée, ainsi que certains manuels d'état-major développés par des généraux français. La logistique de multiples activités pour la fonction état-major. Afin de montrer que la logistique doit devenir une science qui n'est plus uniquement celle des états-majors, mais encore celle des généraux en chef, Jomini énumère ensuite tout ce qui se rapporte au mouvement des armées et aux entreprises qui en résultent. Ce ne sont ainsi pas moins de 18 points qui sont pour Jomini partie intégrante de cette nouvelle science logistique. Les états-majors doivent ainsi préparer les objets matériels pour mettre l'armée en mouvement et tracer des ordres et itinéraires pour la rassembler et la mouvoir. Rédiger les ordres du général en chef et les projets d'attaque. Se concerter avec le génie et l'artillerie pour mettre à l'abri les dépôts. Ordonner les reconnaissances et se renseigner sur l'ennemi. Combiner les mouvements ordonnés par le général en chef, concerter les colonnes, définir les haltes, etc.
diriger les avant-gardes et les arrière-gardes et les munir de tous les objets nécessaires. Définir les instructions pour les chefs de corps afin de repartir les colonnes face à l'ennemi. Indiquer aux avant-gardes des points de rassemblement en cas d'attaque. Ordonner la marche des parcs d'équipage, de munitions, de vivres, d'ambulances. S'occuper des convois destinés à remplacer les vivres et munitions consommées. Établir les camps et garantir leur sûreté. Établir les lignes d'opération et les communications des corps détachés avec cette ligne. Organiser les dépôts de convalescents. Piloter les détachements sur les flancs. Organiser les bataillons pour réunir en sous-parties les hommes. Gérer le service des troupes dans les tranchées en cas de siège. Planifier les actions de retraite. Répartir les cantonnements entre les corps. Jomini note que l'on pourrait ajouter bien des choses à cette nomenclature et donc elle n'est pas exhaustive. Surtout, il développe le fait que l'on pourrait arguer du fait que la plupart de ces devoirs sont autant ceux du général en chef que de l'état-major. La thèse soutenue par Jomini est alors que c'est justement pour que le général en chef puisse se dévouer à la direction suprême des opérations qu'on lui a donné un état-major chargé des détails d'exécution. L'enjeu pour le général et son état-major est de penser cette tâche en communauté et malheur à l'armée quand ses autorités cessent d'en être une. Jomini note que cela arrive trop fréquemment, d'abord parce que les généraux sont hommes et qu'ils en ont tous les défauts, ensuite parce qu'il ne manque pas dans l'armée d'intérêt ou de prétention en rivalité avec les chefs d'état-major. La logistique, plusieurs grands principes généraux. Jomini reconnaît ensuite que son précis ne saurait régler tous les points de cette science presque universelle de l'état-major, ce qui tient du fait que chaque pays attribue à l'état-major des compétences plus ou moins étendues. De plus, beaucoup des détails de cette science se trouvent déjà dans d'autres ouvrages. Afin de donner une perspective générale, Jomini insiste alors sur 6 principes qui lui semblent parmi les plus généraux. Premièrement, il souligne que le rôle d'une bonne logistique est de préparer le plan d'entrée en campagne. Dans ce cadre, les mesures devant être prises par l'état-major embrassent toutes celles qui sont de nature à faciliter la réussite du premier plan d'opération. Cela suppose de vérifier tout le matériel, voitures, chevaux, chaussures, etc., d'adapter le matériel au plan. Si la campagne s'ouvre près des fleuves, il faudrait préparer les ponts volants et reconnaître les passages, de préparer les itinéraires, de faire les travaux adaptés selon que la logique est défensive ou offensive, etc. Deuxièmement, une partie essentielle de la logistique est sans contredit celle qui concerne la rédaction des dispositions de marche ou d'attaque, arrêtées par le général en chef et transmises par l'état-major. Dans ce cadre, un bon général doit être capable non seulement de concevoir un bon plan, mais aussi de faciliter l'exécution de ses ordres par la manière lucide dont il les rédigera. Jomini note qu'il est à observer 2 approches. La vieille école consiste à donner chaque jour un plan avec des détails minutieux qui semblent d'autant moins adaptés que l'on a affaire à des chefs de corps expérimentés. L'autre système est celui des ordres isolés donnés par Napoléon à ses maréchaux, ne prescrivant à chacun que ce qui le concerne, ainsi que les mouvements des corps destinés à opérer avec eux, mais ne leur traçant jamais l'ensemble des opérations de l'armée entière, de peur qu'ils tombent entre les mains de l'ennemi. Selon Jomini, l'idéal est ainsi de donner aux généraux des ordres particuliers pour ce qui concerne leur corps d'armée et d'y joindre quelques lignes chiffrées pour leur indiquer en peu de mots l'ensemble de l'opération et la part qui leur est réservée. Même si Jomini reconnaît que le secret total serait idéal, il ne lui paraît plus possible à l'échelle des armées modernes. Troisièmement, l'armée étant rassemblée et voulant se porter à une entreprise de quelconque, il s'agira de la mettre en mouvement avec tout l'ensemble et la précision possible. Auparavant, les combats se faisaient après plusieurs jours de mise en présence des 2 armées, mais désormais les attaques vont bien plus vite. Gérer les mouvements est ainsi de plus en plus compliqué et pour permettre à diverses colonnes d'arriver ensemble sur une même zone, il faut savoir combiner